Un matin, vous vous réveillez et tout semble différent. Un silence inhabituel envahit la pièce. Il n'y a pas de bruit, pas de cris, pas de larmes, mais ce vide-là, dans votre poitrine, il hurle. Vous n'êtes pas blessé physiquement, pourtant tout en vous souffre, parce que la personne que vous aimiez, celle que vous pensiez être votre âme sœur, est partie, et vous vous demandez pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça fait si mal, comme si une partie de vous-même avait été arrachée ? La réponse se trouve autant dans le cœur que dans le cerveau. Tomber amoureux, sur le plan neurologique, c'est comme tomber dans une addiction. Le cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine, ces molécules du bonheur et de la connexion. Et chaque moment partagé renforce cette chimie. L'autre devient votre drogue. Alors quand cette personne disparaît, votre cerveau entre en manque, le sevrage est brutal, une zone précise s'active, le cortex singulaire antérieur, la même que lorsqu'on ressent une douleur physique. C'est ce que révèle la neuroscientifique Naomi Eisenberger. Perdre quelqu'un, c'est être blessé dans sa chair, et comme une blessure, ça suppure. Chaque souvenir, chaque photo, chaque chanson ravive la douleur. La nostalgie devient une prison mentale. Le cortisol, l'hormone du stress, prend le relais. Et bonjour les insomnies, mais cette douleur n'est pas la même pour tout le monde, elle dépend de nos attachements. Selon John Bowlby, nos premiers liens, souvent familiaux, façonnent notre manière d'aimer et de souffrir. Il y a les sécures, les anxieux, les évitants. Chacun vit la rupture à sa façon. L'un avance avec résilience, l'autre s'effondre, obsédé par ce qu'il a perdu. Et certains préfèrent prétendre que tout va bien tout en se noyant en silence. Mais une rupture, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est perdre un avenir, une maison rêvée à deux, des projets, des souvenirs futurs. Tout s'écroule et vous restez seul avec un vide, un futur impossible. Le cerveau, lui, ne distingue pas clairement ce qui est réel de ce qui est imaginé. Alors, il pleure aussi ce que vous n'avez jamais vécu, mais que vous aviez déjà visualisé. Et puis, il y a cette douleur plus subtile, plus profonde encore, celle de perdre une partie de vous-même, parce qu'en aimant, vous aviez construit un « nous ». Et quand ce « nous » meurt, il faut redevenir un « je ». Et ça peut être terrifiant. Mais au cœur de cette douleur se cache aussi une renaissance. Comme le dit la thérapeute Esther Perel, nous ne sommes pas seulement ce que nous avons perdu, mais ce que nous sommes en train de devenir. Et si la rupture était une chance, une invitation à se reconstruire, à se redéfinir, à se reconnecter à soi. La philosophie a beaucoup à dire là-dessus. Schopenhauer d'abord nous provoque. Pour lui, l'amour romantique est une illusion biologique, une ruse de la nature pour perpétuer l'espèce. La rupture alors n'est qu'un réveil brutal face à une promesse vide. Sartre, lui, nous confronte à notre solitude. L'enfer, c'est les autres. Parce que dans le regard de l'autre, on cherche à exister, et quand ce regard disparaît, c'est notre identité elle-même qui vacille. Mais Nietzsche, lui, voit les choses autrement. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. La douleur de la rupture devient alors un chemin de transformation. On souffre, oui, mais on grandit, on crée, on renaît. Et enfin, Kierkegaard nous murmure « Aimer, c'est accepter l'angoisse, la perte, l'impermanence, mais c'est aussi une opportunité d'accéder à un amour plus grand, plus spirituel, désintéressé, un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à exister. En vérité, chaque rupture est une porte vers soi, vers un nouveau sens, vers une autre manière d'aimer. Alors oui, pleurez si vous en avez besoin, hurlez si nécessaire, mais ensuite, faites de votre douleur quelque chose de beau, un texte, un corps plus fort, un silence plus sage, un avenir que vous seul aurez choisi.